Bien bonsoir. Dans l'actualité, le scandale présumé sur les blocs Amen Tortue, la cession par Cosmos de 20% de ses parts à une compagnie d'Abu Dhabi, le leader de PASTEF qui a jeté le pavé dans la mare, reprend le ministre en charge de la communication de la présidence, Seydou Gueye, dans le jury du dimanche de e-Radio, a souligné qu'il s'agit d'une opération entre deux privés qui ne concerne pas l'État. Pour Ousmane Sonko, cette réplique relève de l'ignorance et ou de la malhonnêteté. Côte d'Ivoire, acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La procureure de la Cour pénale internationale fait appel. Fatou Bensouda s'est prononcé ce lundi chez l'ancien président ivoirien et compagnie poursuivis pour crimes contre l'humanité. Ils avaient été acquittés en janvier dernier. Bienvenue dans un instant, le développement de tous ces titres. La route a encore tué 3 morts et 20 blessés, dont 5 dans un état grave. Un car Ndiaga Ndiaye sur un coup de volant pour éviter un nid de poule a violemment heurté un camion frigorifique qui roulait dans le même sens. Selon des témoins, l'accident a eu lieu ce matin à hauteur de Petit Mbao. Dakar a peur, la capitale sénégalaise qui enregistre 8 des 14 victimes de la foudre sur le territoire national, et ce en moins de 2 mois. Les dernières victimes en date, deux jeunes dont l'un est de Sacré-Cœur, l'autre des Parcelles Assainies, et c'était ce week-end. La foudre en zone urbaine interpelle sur l'existence ou même l'efficacité des paratonnerres. Séléman Diallo, Oumar Kane. C'est ici, au terrain Sacré-Cœur, que Cheikh est tombé samedi, foudroyé alors qu'il jouait au foot sous la pluie. C'est quelque chose qui nous est venu comme ça. C'était l'inimaginable. On était devant le terrain et tout d'un coup, il y avait les jeunes qui jonglaient dans le terrain. Nous, on était à 200 mètres du terrain. Donc du coup, il y a une foudre qui s'est abattue sur l'un des jeunes qui était dans le terrain. Et nous, du coup, notre réaction, c'était d'aller voir dans le terrain qu'est-ce qui s'était réellement passé. Donc, du coup, on s'est trouvé que c'est un jeune du quartier qui travaillait même à côté. À Sacré-Cœur, la peur est le sentiment le mieux partagé. Les habitants disent ne pas comprendre le fait que la foudre s'abatte en pleine ville. À Parcelles, il a tué quelqu'un. Quelqu'un est mort à Sacré-Cœur au même instant. Tout le monde doit être peur. Si tu n'as pas peur, c'est parce que tu n'as pas vécu ce moment-là, ou bien tu n'as pas vu ce tonnerre tuer quelqu'un devant toi. Nous, les habitants de Sacré-Cœur, on vit dans le peur, et ça, c'est catastrophique. Dans un lieu comme Sacré-Cœur, non. Depuis notre enfance, on n'a jamais entendu un tonnerre heurter quelqu'un. Là, c'est catastrophique. Ils invitent l'État à être prévoyant. J'invite l'État vraiment à revoir les paratonnerres parce qu'à mon avis, ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, il n'y aurait peut-être pas autant de victimes. Donc j'invite l'État à revoir vraiment les paratonnerres. L'État de nous aider, d'augmenter les paratonnerres, ils fassent le devoir, surtout. Qu'ils fassent leur devoir, alors nous sommes partis voir les agents de la protection civile après plusieurs tentatives de prise de contact, sans succès. Sur place, une barrière se dresse devant nous. Les supérieurs sont en séance de travail, nous dit-on, avant de nous demander de laisser nos coordonnées. Alors, nous attendons. L'absence de paratonnerre souvent évoquée pour expliquer ces dégâts causés par la foudre depuis le début de l'hivernage. Mais qu'est-ce qu'un paratonnerre? Quel est réellement ce dispositif? Explication, Babacar Touré, Sidignang. Sur certains bâtiments et autres édifices des villes, on voit souvent des pointes métalliques placées au niveau le plus élevé. Ce ne sont pas des œuvres d'art, mais plutôt des paratonnerres. C'est un dispositif mis en place pour des objectifs bien déterminés. Son rôle, je peux dire que c'est pour une protection externe contre les foudres.
Donc, si je parle d'externe contre les foudres, c'est-à-dire, il est là. Bon, quand nous, ce que nous avons en dispo, c'est les dispositifs d'amorçage. Donc, le paratonnerre n'empêche pas à la foudre de tomber. Il protège contre les coups directs de celle-ci. Pour faire ce travail, l'appareil utilise les conducteurs de descente qui servent à écouler les décharges électriques de la foudre dans le sous-sol sans causer de dégâts. Il détecte la foudre, il l'amorce et il le fait si on a une très bonne installation. Vu techniquement des cahiers de stage, donc il neutralise tout, il l'amorce et il le neutralise. Selon les spécialistes, les constructions qui atteignent une certaine hauteur doivent obligatoirement disposer d'un paratonnerre. Au Sénégal, le nombre de morts déjà enregistrés depuis le début de l'hivernage élève les paratonnerres au rang de demande sociale. Le procès de Lamine Diack qui s'ouvre le 13 janvier 2020 à Paris devant le tribunal correctionnel. L'ancien patron de l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme, est poursuivi pour corruption, blanchiment et abus de confiance. Lamine Diack sera jugé avec 5 autres co-accusés dont 2 seulement seront présents. Les autres, dont son fils Massata Diack, n'ont pas été extradés par leur pays vers la France. Aucune transaction pétrolière ne peut se faire sans l'aval de l'État. Précision de Ousmane Sonko suite à la réplique du ministre en charge de la communication de la présidence de la République dans le jury du dimanche de e-radio, Seydou Gueye, sur la cession de Cosmos Énergie de 20 des 30% de parts détenues sur les blocs Armen Tortue à une compagnie d'Abu Dhabi, indiqué que la procédure est bien légale et ne concerne absolument pas la gestion du gouvernement puisqu'il s'agissait bien d'une opération entre 2 privés. Eh bien, le leader de PASTEF a réagi sur sa page Facebook, Amago Robert Niang. Contre la gestion du gouvernement. C'est une opération légale et ça ne concerne absolument pas la gestion du gouvernement puisque c'est une opération entre des privés. 24 heures après la sortie de Seydou Gueye, ministre chargé de la communication de la présidence, le leader du parti PASTEF réplique dans un post Facebook. Ousmane Sonko s'appuie sur l'article 61 du nouveau code pétrolier qui stipule qu'aucune transaction sur les droits ne peut se faire sans l'aval de l'État. Sauf si ces opérations s'effectuent entre sociétés affiliées, le ministre de l'Énergie reçoit et approuve les demandes de cession ou de transmission des titres miniers d'hydrocarbures, des conventions ou des contrats de service. Ce n'est pas tout. Le leader du parti PASTEF accuse le gouvernement de priver le peuple sénégalais de centaines de milliards de francs CFA de recettes qui auraient pu adoucir sa souffrance, car il soutient que ces impôts et taxes auraient servi à atténuer, selon ses termes, la souffrance des populations. Ousmane Sonko poursuit en formulant des interrogations. Le ministre de l'Énergie du Sénégal a-t-il approuvé par arrêté cette transaction conformément aux dispositions du code pétrolier? Le cas échéant, pourquoi ne publiez-vous pas cet arrêté pour informer le peuple? Quel est le montant financier de ces opérations? Dans son poste, Ousmane Sonko a par ailleurs fustigé le silence de l'État qui, selon lui, n'informe pas le peuple sénégalais sur ces opérations et ne réagit que pour formuler des menaces. Cosmos a bel et bien le droit de céder ses parts totalement ou partiellement. Cependant, l'opération est soumise à une procédure. Idrissa Diédhiou est expert en marché du pétrole. Il est joint au téléphone par Ibrahim Kamara. Une société comme Cosmos peut légalement céder ses parts partiellement ou totalement. C'est prévu par la loi. Bon, maintenant, il y a une procédure là, à suivre. Là. Il faut en informer le ministre chargé qui est là, des hydrocarbures, du pétrole, et qui au finish là, prendra un arrêté pour approuver cette session. Des correspondances et un délai de vigueur font partie de la procédure, poursuit Idrissa Bodian. Bon, d'abord, il faut que les autres entités constituant le contractant soient informées. Ensuite, maintenant, s'il n'y a pas une société ou bien une entité constituant laquelle le contractant qui est intéressé, bon, maintenant, là, l'autre procédure, là, c'est d'informer le ministre chargé du pétrole. Il y a un délai pour que le ministre là, puisse approuver la session. Je crois que c'est autour de 60 jours. Hein. Parlons bâtiment à présent. La grève des vendeurs de sable depuis maintenant 2 semaines
Il juge unique la sanction qui découle du pesage à l'essieu, une amende de 20 000 francs CFA pour chaque tonne surchargée. Vendeurs de sable, ouvriers, entrepreneurs, la grève n'épargne personne. Silignang et Matanguer sont allés à la rencontre. Dépôt de sable à Nord-Foire, des camions au point mort. 2 semaines de grève pour ces vendeurs de sable. Le motif. Le problème, c'est le pesage à l'essieu imposé par l'UEMOA. Le règlement n'arrange pas les vendeurs de sable. Parce que si vous avez une tonne en plus, vous devez payer 20 000 francs CFA. Avant, lorsque nous avions une tonne de sable en plus, nous payions 4 000 francs. Mais avec ce nouveau règlement de la CEDEAO, la tonne de plus se paye à 20 000 francs. Donc 16 000 francs de plus, ce n'est pas qu'on refuse de payer, mais nous n'en avons pas les moyens. Du côté des ouvriers, c'est pelle rangée, en disent long sur leur situation. On pouvait avoir par groupe 100 000 francs, 200 000 ou au pire des cas 25 000 francs par jour, mais avec cette grève, on rentre chaque jour bredouille. Cette grève commence à se faire sentir dans les chantiers. Cet entrepreneur commence à avoir du sable dans l'aile. Depuis maintenant 2 semaines que les fournisseurs de sable sont à l'arrêt. Moi, je n'ai pas reçu de fourniture de sable depuis presque 2 semaines. Et cela est dû à une grève de ces derniers qui disent qu'ils ont des différends avec l'État. Ce qui fait que présentement, tous les chantiers sont presque à l'arrêt sur nos chantiers. Le président du dépôt pense que seul l'État a la solution. La solution qu'on propose, c'est de fixer le plafond à 30 tonnes. Pour nous, au-delà de ce poids, on peut payer sans problème. C'est sûr que Macky Sall peut régler notre situation. C'est lui le chef de l'État, c'est nous qui l'avons élu, donc il doit nous aider. Pour rappel, le règlement numéro 14-2005 UEMOA du 16 décembre 2005 est relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Le règlement est entré en vigueur au Sénégal depuis 2012. À la page 13 du règlement, l'article 14.6 revient sur les amendes pour surcharge. L'article A.2 stipule que toute surcharge constatée au-delà des limites réglementaires du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble du véhicule est passible d'une amende calculée sur la base de 20 000 francs CFA par tonne de surcharge pour un transport national, 60 000 francs CFA par tonne de surcharge pour un transport inter-État. Cependant, une tolérance de 5% du poids total en charge est accordée pour tenir compte de la marge de fiabilité du matériel de pesage. L'appel de la forêt ou bien des eaux. Ils sont des centaines à vouloir s'engager, mais le chemin est déjà pénible. Des centaines de jeunes qui prennent d'assaut la direction des examens concours professionnels et certifications pour espérer figurer sur la liste des 3000 élèves des eaux et forêts qui seront recrutés au terme de ce concours. Ils auraient justement l'opportunité de prendre part cette année à la plus importante campagne de reboisement de la mangrove dans le calepin du gouvernement du Sénégal. C'est un reportage de Cheikh Oukaï et Moustapha Gabar Diop. C'est la bousculade ce lundi matin devant la direction des examens, concours professionnels et certifications. La croix et la bannière pour retirer les convocations du concours des eaux et forêts. À moins de 10 jours du premier tour de l'examen, Baye Ndongo Ndiaye est venu de Sébikotane pour obtenir le sésame pour espérer intégrer le Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et parcs nationaux. Une fois que nous avons récupéré les convocations, nous avons un premier examen à effectuer le 24 septembre. Ce sera en 2 tours. Il y a une épreuve physique et de la pratique au 2e tour. Épreuve physique, je ne sais pas, pratiquement. Baye Ndongo Ndiaye, 21 ans, a déjà tenté à 2 reprises d'obtenir son baccalauréat sans succès. Heureusement pour lui, le brevet de fin d'études moyennes suffit
pour s'inscrire et réaliser son rêve de devenir agent des eaux et forêts. C'est la passion qui me donne envie d'intégrer les eaux et forêts. Ça me plaît beaucoup. Quand j'étais à Ziguinchor, j'ai pu voir comment les agents des eaux et forêts se comportaient sur le terrain. Je me suis dit que c'est un métier que je pourrais faire. Quand je suis parti à Ziguinchor, j'ai décidé de devenir agent des eaux et forêts. Sokhna Faye, quant à elle, est plus attirée par le prestige de l'uniforme et l'idée de se rendre utile. Je n'ai pas hésité à venir déposer mon dossier dès que j'ai su que j'avais la possibilité de participer au concours. J'ai toujours aimé voir des femmes en uniforme. Donc je prie Dieu pour être retenue et que je devienne agent des eaux et forêts. Le concours des eaux et forêts est prévu le 24 septembre. Il est ouvert à tous les Sénégalais détenteurs du BFM âgés de 18 à 30 ans. Les élèves recrutés pourront intégrer la fonction publique après une formation de 3 ans au centre de formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et parcs nationaux de Djibélor. Le ministre de l'Éducation nationale qui invite les acteurs de l'enseignement à cultiver la confiance entre eux, entre tous les acteurs de l'enseignement, ce pour le succès de l'année scolaire à venir. Mamadou Talla a piloté aujourd'hui une rencontre dans ce sens, une rencontre qui prépare la rentrée scolaire. C'était à Saly Portudal. Écoutez-le, Mamadou Talla. Quand on parle d'éducation, elle devrait être inclusive, aller au-delà de seulement, de tout simplement ceux qui sont dans le circuit, en tout cas connu ou traditionnel. Et enfin, l'éducation aux valeurs pour installer une école de la République, une école de la réussite. C'est l'objectif en tout cas que nous nous fixons. Les acteurs sont aujourd'hui à Mbour, tous. Et saluer cette bonne préparation, plusieurs ateliers thématiques nous ont permis de préparer ensemble et d'aller à l'essentiel aujourd'hui. Donc vraiment, c'est tout le sens qu'il faut donner à ces rencontres d'extrême importance qui nous permet de préparer ces rentrées scolaires, de poser les actes, de se fixer des objectifs et aller ensemble pour l'atteinte de nos objectifs. Et qu'il ne suffit pas seulement d'espérer, il faut créer les conditions de réussite, les conditions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Vous avez écouté le secrétaire général qui a parlé au nom des syndicats. Il disait que l'espoir est là, mais il faut d'abord qu'on voit, on attend. Ce n'est pas un problème de confiance, mais qu'en réalité on peut espérer, mais il ne suffit pas d'espérer. Il faut aller dans le sens de la réalisation et du respect de tous les engagements que nous avons pris, nous, au niveau du ministère, depuis qu'on est là, et également les engagements qui avaient été pris. Je salue en tout cas cette posture du gouvernement qui va aller vers la résolution définitive de l'ensemble de ces problèmes. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est désigné pour le monitoring, pour faire face à tous ces problèmes. Donc c'est ensemble que nous allons atteindre nos objectifs. Mais avoir donc comme ligne de mire l'école de la République, l'école de la réussite. Le Dara de Koki, un modèle de réussite à 230 km de Dakar, l'école coranique créée en 1939 par Cheikh Ahmed Saïd Lo, a réuni dimanche dernier, hier donc, des chefs religieux, imams, oulémas et autorités administratives. Une rencontre annuelle à l'initiative de l'association des anciens du Dara, une journée surtout de solidarité. Cher Sall. Créé en 1939 par Cheikh Ahmed Saïd Lo, le Dara de Koki compte actuellement 3742 pensionnaires, dont 404 filles venues de toutes les régions du pays et de la sous-région. Le Dara de Koki a été créé en 1939 par Cheikh Ahmed Saïd Lo sur ordre de son homonyme et guide spirituel, Mam Cheikh Mbaye de Louga. De son vivant, le Dara a été accessible à tous les élèves musulmans, indépendamment de l'appartenance ethnique ou confrérique. Et après sa mort, en 1988, ces directives sont toujours respectées et vont continuer à être respectées. Ici, l'éducation, la nourriture, le logement, la santé des élèves, tout est gratuit, entièrement pris en charge par le Khalif Serigne Makhtar Narlo avec le soutien de l'association des anciens du Dara. Le Dara est spécial de par la gratuité des services, éducation, nourriture, logement, santé, tout est gratuit pour les élèves. Et il faut le préciser, c'est important, les élèves ne mangent pas, il n'y a aucune contribution financière de leur part.
ñu taxawal ko ngir jàppale sëriñ bi waaye jàppale ndongo yi itam ci daara ji. Chaque année, une journée de solidarité est organisée par l'association. Une journée de récolte de fonds pour le Dara. La 40e édition a été marquée par le thème « La méthode du Saint-Coran dans l'unification de la communauté musulmane ». L'actualité africaine d'abord, dominée par l'appel de la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crime contre l'humanité. El Hadji Malick Cissé. La procureure de la Cour pénale internationale a fait appel de l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda estime que les juges auraient dû demander un non-lieu et non un acquittement. En janvier dernier, ils avaient acquitté les deux Ivoiriens en soulignant l'extrême faiblesse des preuves présentées par l'accusation, ce que conteste aujourd'hui Fatou Bensouda. La différence est donc importante. L'acquittement innocente les deux Ivoiriens, tandis que le non-lieu laisse ouverte la question de la responsabilité dans les crimes qui leur étaient reprochés, à savoir des crimes contre l'humanité dans la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2010. La procédure doit désormais être assez longue comme elles le sont souvent à la CPI. Pour l'instant, la procureure n'en dit pas plus. Elle ne dit pas notamment si elle compte demander une reprise du procès. Elle compte détailler ses arguments dans la mémoire qu'elle doit présenter au juge de la Cour d'appel d'ici décembre. Les avocats de la défense qui défendent Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo devront ensuite lui répondre, puis s'en suivront éventuellement quelques jours d'audience avant que les juges de la chambre d'appel ne délibèrent sur les questions soulevées par le bureau du procureur. Les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne de ce dimanche 15 septembre ne sont que partiels, mais ils sont déjà un message très clair envoyé à la classe politique au pouvoir. Ce lundi 16 septembre à la mi-journée, l'instance de surveillance des élections a publié les résultats de ce premier tour après 39% des bulletins dépouillés. Les résultats définitifs tomberont au plus tard ce mardi 17 septembre. Et les chiffres sont très proches de la précédente mise à jour. L'universitaire conservateur, sans parti politique, Kais Saïd est en tête avec 18,9% des voix, suivi par l'homme d'affaires Nabil Karoui, 15%, et le candidat soutenu par Ennahda, Abdel Fattah Mourou, 13,1%. Ce premier tour aura été marqué par une offre inédite de candidats, plus d'une vingtaine et de choix anti-système. Les représentants des partis traditionnels, anciens ministres ou sympathisants de partis ont été balayés à l'exception du candidat soutenu par Ennahda, le parti d'inspiration islamiste qui a toujours pu compter sur un réservoir de votants disciplinés. La participation très faible à 45,2% est à relativiser car avec la hausse des inscriptions sur les listes électorales, le nombre de votants est quasiment égal, 3 millions avec la présidentielle de 2014 qui avait vu une participation de 63%. En Iran, le président de la République Hassan Rouhani n'a pas prévu de rencontre avec son homologue américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré aujourd'hui le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le ton est monté du côté des États-Unis cette fin de semaine. La Russie appelle ce matin à ne pas tirer des conclusions hâtives et l'UE à une grande modération. L'Iran a rejeté toute idée de rencontre entre le président Rouhani et le président américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une rencontre entre le président Rouhani et le président Trump n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il ajoute que les États-Unis doivent tout d'abord revenir sur les sanctions qui frappent durement l'économie iranienne et réintégrer l'accord nucléaire avant toute discussion. Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte tension entre l'Iran et les États-Unis après l'attaque menée par les rebelles yéménites contre les installations pétrolières de l'Arabie saoudite. Washington a accusé l'Iran d'être responsable de ces attaques, ce que Téhéran a rejeté. Le président Trump a même affirmé que les États-Unis pourraient mener des actions militaires contre le responsable de ces attaques, sans toutefois nommer l'Iran.
L'Iran a démenti toute implication dans les attaques contre les installations pétrolières de l'Arabie saoudite. Dans le même temps, les responsables militaires iraniens ont affirmé qu'ils étaient prêts à une guerre totale avec les États-Unis si les Américains entraient en guerre contre l'Iran. Le Sénégal accueille le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, compétition prévue du 26 au 29 septembre prochain. Le ministre des Sports du Sénégal a reçu la Confédération africaine de handball. Le président de l'instance a tenu à rassurer, tout est fin prêt pour une bonne organisation de cette compétition, de ce tournoi. Mansourou Amerou, que voici au micro de Sékou Seydi. Il s'agit, s'il faut le rappeler, de l'organisation du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques qui va regrouper les 4 premières nations dans la version féminine ici à Dakar. Il s'agit du Sénégal, du Cameroun, de la République démocratique du Congo et bien sûr de l'Angola. C'est à travers ce tournoi que nous allons attribuer le seul billet qui revient à l'Afrique. Je suis passé pour me rendre compte, n'est-ce pas, des dispositions qui ont été prises et je me réjouis de tout ce qui a été mis en place pour accueillir les délégations et leur permettre, n'est-ce pas, de s'exprimer pour offrir un très beau spectacle au public dakarois. Un seul ticket justement des JO en jeu dans ce tournoi. Le président de la Fédération sénégalaise de handball appelle donc les supporters sénégalais à venir soutenir massivement les Lions. Seydou Diouf veut justement s'inspirer de la dernière compétition de l'Afrobasket pour créer l'effervescence autour de l'équipe nationale. Le voici. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons au plan sportif tous les atouts pour décrocher ce titre qualificatif. Ce qu'il nous faut, c'est la mobilisation du peuple sénégalais derrière cette sélection nationale. Nous avons travaillé pendant plusieurs années pour en arriver là. Nous voulons, les filles vont arriver le 22. Nous voulons que dès leur arrivée, qu'elles sentent l'effervescence autour de cette sélection et cette possibilité que nous avons de défier l'Angola et de décrocher le titre qualificatif. Bien sûr, aucun match n'est gagné d'avance. La RDC, comme le Cameroun, restent des adversaires de taille. Il faudra les respecter. Et match après match, monter en puissance pour offrir au Sénégal ce que notre pays n'a jamais obtenu. Bonsoir, Monsieur Amadou Kanar Diop. Bonsoir. Vous êtes expert en sécurité civile. Vous êtes également ancien officier supérieur des sapeurs-pompiers, également manager général au cabinet de la prévention incendie, panique, explosion. Merci d'être là. Merci d'avoir bravé les désagréments liés à la pluie à Dakar. On sait que c'est compliqué quand il pleut à Dakar. Alors la panique maintenant a changé de bord ou bien a changé de visage. Il ne s'agit plus des inondations, mais il s'agit aujourd'hui de ce que l'on appelle la foudre qui tue en zone urbaine, ce qui n'est pas commun. Pourquoi, à votre avis? En fait, merci M. Diarraté. Depuis 15 ans, la foudre fait 10 à 15 morts par an au Sénégal. La particularité cette année, ça veut dire que la majorité des victimes se trouvent dans la région de Dakar. C'est ça. Ça s'explique parce que pour certains cas, c'est en mer, d'autres en banlieue lointaine comme Tivaouane-Peulh. Oui. Mais il y a 2 cas au Parcelles Assainies. Mais le cas le plus spectaculaire se trouve à l'intérieur de Dakar, au niveau de Sacré-Cœur. Oui. Ça s'explique parce que c'est dans un terrain, dans un espace à découvert. La foudre tape sur les espaces à découvert. C'est pourquoi cette victime, sûrement, il faisait du sport. Oui. Donc, en étant dans un passage à découvert, et en courant ou en marchant ou en se tenant debout, on devient une cible de la foudre. Ce qui veut dire qu'il faut un certain nombre de précautions. Effectivement. Dès qu'on entend le tonnerre, il faut prendre des précautions. Effectivement. Ce sont lesquelles? Les précautions sont importantes et peuvent se prendre par n'importe qui. Par exemple, quand on est en ville et dans la maison, il faut un peu s'éloigner des éviers, des appareils électriques
et se calfeutrer un peu dans la chambre et débrancher peut-être certains appareils électriques. Est-ce qu'il faut tout éteindre? Ce n'est pas forcément qu'il faut tout éteindre. Mais les appareils électriques à forte tension, on peut les décrocher. Par exemple, les frigos, les climatiseurs et choses, on peut les décrocher au moins. Éviter aussi le téléphone. Mais le téléphone, c'est surtout à l'extérieur avec le portable. Oui. Là, il faut vraiment s'en départir. En extérieur, il ne faut absolument pas faire usage de son téléphone portable. Absolument pas faire usage de son téléphone portable en période d'orage. Mais quand on est dehors aussi, il faut éviter les espaces à découvert. Il faut éviter de courir. Il faut éviter de se promener à vélo. De courir, de se promener à vélo, ça, il faut l'éviter. Comment se tenir, du coup? Comment se tenir? Quand on est surpris par l'orage dans un espace découvert, si on n'a pas où s'abriter, il faut se mettre accroupi, sans toucher, sans que les mains ne touchent le sol. À genoux? Non, accroupi. Accroupi. Oui, sans que les, sur tes deux pieds, sans que les mains ne touchent le sol. Là, vous le faites, c'est à coup sûr, vous ne serez pas une cible de la foudre. Parce que là, il s'agit donc de l'énergie qui appelle l'énergie. Effectivement, c'est l'énergie qui appelle l'énergie. C'est ce qu'il faut éviter quand on est dehors. Justement, donc il s'agit, on le sait, d'une décharge électrique, mais une décharge électrique qui a une telle puissance qu'elle peut arriver à donner la mort. Mais effectivement, c'est c'est des millions de kilowatts, la foudre. C'est des millions de kilowatts. Quand vous... 90% de ceux qui sont atteints par la foudre, ils sont près du point d'impact. Ouais. Mais ils n'ont pas reçu la foudre intégralement. Mais ils ne sont pas loin du point d'impact, c'est pourquoi ils ont eu la décharge. Mais s'ils reçoivent la décharge, ils vont être carbonisés. Dans quel rayon est-ce qu'on est exposé quand la foudre tombe? Quand la foudre tombe, sur un rayon de 20 à 50 mètres, on risque d'avoir on peut risquer de recevoir la charge si vous êtes en déplacement ou si vous êtes mouillé. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi cette année, notamment, on constate la foudre en zone urbaine. Et la question que cela appelle forcément, c'est les paratonnerres. Est-ce qu'il y en a à Dakar? Le cas échéant, est-ce qu'ils sont toujours opérationnels, toujours efficaces? Oui. Pourquoi la foudre à Dakar? Vous savez, la majorité l'intensité des pluies au Sénégal, c'est du 15 août au 20 septembre. C'est en septembre où on avait des orages, les très grandes pluies. Mais souvent, c'était 2 à 3 pluies et beaucoup plus à l'intérieur que même à Dakar. À Dakar, en septembre, on aura 1 ou 2 pluies. Ouais. Cette année, depuis septembre, l'hivernage a un peu bougé. On a des orages fréquents à Dakar cette année. Les paratonnerres, il y en a à Dakar. L'État avait privilégié certains établissements recevant le public de première catégorie, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir jusqu'à 1500 personnes. Oui. C'était les églises, les mosquées et certains autres établissements de ce genre. Mais la majorité des Sénégalais croient que le paratonnerre a un rayon d'action d'1 kilomètre et plus. Le paratonnerre a un rayon d'action de 180 mètres à 200 mètres. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va falloir en mettre beaucoup à Dakar. Mais ce n'est pas ça pratiquement la solution. Il en faut mettre beaucoup, mais il faut sensibiliser davantage les populations sur les comportements à tenir durant les orages. Parce qu'on ne peut pas mettre à chaque 100 mètres, 200 mètres, on ne peut pas mettre un paratonnerre. L'État en a mis, c'est vrai. Les privés qui construisent des immeubles, la réglementation leur impose de mettre des paratonnerres. Justement, et quelle est la norme en termes de construction? Mais la réglementation impose à tous les immeubles de grande hauteur, des immeubles à partir de 6 et 5 étages et plus, de mettre un paratonnerre. Mais les constructeurs ne le font pas très souvent. Et l'État ne contrôle pas derrière? Le contrôle ne se fait pas sentir. C'est juste ça, le contrôle ne se fait pas sentir. Très bien. Alors, on l'a dit, c'est en zone plate ou bien en haute mer que la foudre est plus incline à tomber, à frapper. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les pirogues devraient être munies de ce dispositif? Est-ce que c'est envisageable? Ça veut dire que les pirogues, on dit qu'une fois que vous êtes surpris en mer, retournez au rivage. Les nageurs, comme ceux qui sont dans les embarcations, comme nos pirogues artisanales. Mais si vous êtes en mer, si vous êtes en pleine mer, comme ce qui se passe l'autre jour, arrêtez la pirogue, fermez ou arrêtez tous les téléphones portables
et rester, ancrer la pirogue et rester serein en entrant dans la pirogue, vous ne risquez pas grand-chose. Même si on représente le niveau le plus élevé quand on est en mer, quand on est en pirogue. Ouais, quand on est en pirogue, en mer, et que la pirogue ne bouge pas, et qu'on éteint tout, et on reste à l'intérieur de la pirogue, on ne risque pas de recevoir la foudre. Parce qu'on est davantage exposé si on est en mouvement. Si on est en mouvement, on est davantage exposé parce si on est en mouvement. Parce que c'est une question d'énergie qui attire l'énergie. Très bien. Alors aujourd'hui, face à ce nouveau phénomène à Dakar, qu'est-ce que vous préconisez en tant qu'expert? En fait, c'est la sensibilisation. Sensibilisation pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir dès que l'orage apparaît. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas mettre des paratonnerres comme des champs de mille. Ça, c'est pas possible. Mais il faut sensibiliser. En même temps, ça n'a pas l'air encombrant, le dispositif. Ça n'a pas l'air encombrant. Ça n'a pas l'air encombrant. Le paratonnerre coûte environ 1 million et poussière. C'est plutôt le prix. C'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité du prix. Et aussi, généralement, il n'y a pas assez de techniciens qualifiés pour monter des paratonnerres. Ça, c'est un. Le paratonnerre aussi doit être entretenu au moins annuellement avant la période des pluies. Tel ne me semble pas être le cas. C'est pourquoi on a des paratonnerres, mais on n'est pas très sûr que le paratonnerre est fonctionnel. Ça aussi, c'est quelque chose à voir. L'entretien incombe à quel service? L'entretien incombe à l'installateur. Ça veut dire que celui qui a commandé le paratonnerre, il faut qu'il mette un budget pour son entretien. Je parle des édifices publics. Les édifices publics, c'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la direction de la protection civile qui charge de requérir un prestataire pour entretenir les paratonnerres qu'il a eu à installer. Malheureusement, on n'a pas pu les joindre aujourd'hui. Assez difficile à Je vais les représenter. Il va falloir de toute manière que la sensibilisation soit davantage accentuée. À Dakar, il y a les télé et radios, mais en Brousse, c'est les radios communautaires qu'on peut utiliser. Et ils ont une association. Tant qu'on ne sensibilise pas, le problème va demeurer. J'ai lu quelque part, par exemple, on dit que dans les réseaux sociaux, de ne pas se protéger avec un parapluie. Mais si en période de pluie, on ne se protège pas avec un parapluie. On parle plutôt des parapluies avec la pointe. Mais ça, c'est des parasols. C'est les parasols, c'est ça. C'est des parasols. Quand il y a une pointe en métal, c'est un parasol. Il faut déjà faire la distinction entre parasol et parapluie. Parasol contre le soleil. Contre le soleil. Et parapluie contre la pluie. Parapluie, la pointe est en bois ou en bakélite. Pendant que parasol, la pointe est en métal. Mais on ne peut pas ne pas se protéger avec un parapluie. Ça, c'est pas possible. Je vous remercie. L'invité du lundi, Amadou Kanar Diop, expert en sécurité civile, ancien officier supérieur des sapeurs-pompiers, manager général du cabinet prévention, incendie, panique, explosion, PIP, il me semble. Merci. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Soda Diakhoumpa à 23h dans Jukip Hibari, c'est le bulletin en Wolof. Et puis 20h30, Décortica Santé avec Adama Anouchkaba. Et tout de suite, IR avec Sophia Bab comme tous les soirs. Et ce soir, c'est le Tché qui nous inspire avec le professeur Sangde Diouf. Excellente soirée. Au revoir.